Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il revient de la guerre et trouve sa fille dans une porcherie. Sa réaction bouleverse le pays. Une neige fine tombait sur les plaines du Missouri ce matin-là, dans un silence presque sacré. Le paysage était figé, comme suspendu dans le temps, recouvert d'un voile blanc qui adoucissait les formes des collines, effaçait les traces, et étouffait le moindre son. Les champs étaient endormis, les arbres nus tendaient leurs bras glacés vers un ciel bas et gris. Au loin, un vieux bus militaire beige, cabossé par les kilomètres, ronronnait dans le froid. Il ralentit en grinçant avant de s'arrêter au bord d'un chemin de terre à moitié gelé. Il n'y avait ni pancarte, ni station, juste une boîte aux lettres cabossée et un vieux poteau électrique penché. La porte du bus s'ouvrit dans un soupir. Un seul homme descendit. William Carter. Il portait encore son uniforme. Un sac militaire râpé jeté sur l'épaule, ses bottes lourdes couvertes de boue gelée, son manteau usé boutonné jusqu'au col. Son visage était sec, marqué par la fatigue, la guerre, le poids des souvenirs. Sa casquette de l'US Army ombrageait des yeux où brillait une lueur étrange, un mélange d'espoir, de peur, de soulagement et de tension. Il resta là un instant, immobile dans la neige, à fixer la maison au bout du chemin. Une vieille ferme aux volets pendants, à la peinture écaillée, aux murs de bois fatigués par les hivers et les étés passés. La maison de son enfance. Le lieu qu'il avait reconstruit pour sa famille avec ses propres mains, planche après planche, après avoir quitté les tranchées du Moyen-Orient. Là où il avait pleuré Amanda, sa femme, après cet accident de voiture stupide et cruel. Là où il avait promis à sa fille, Emily, qu'il reviendrait. Toujours. Il inspira profondément, et se mit en marche. Ses pas crissaient dans la neige. Chaque mètre le rapprochait de ce qu'il espérait être le retour à la vie normale. Chaque pas portait en lui une attente, le rire d'Emily qui ouvrirait la porte, sa voix qui crierait « Papa » en courant dans ses bras, l'odeur du chocolat chaud dans la cuisine, peut-être même un sapin de Noël dressé dans le salon s'il avait de la chance. Mais dès qu'il mit le pied sur le perron de la vieille maison familiale, un frisson d'alarme glaciale lui parcourut l'échine. C'était comme si le bois sous ses bottes avait changé de texture, comme s'il sentait dans ses fibres quelque chose d'anormal. Le silence n'était pas paisible, il était vide, sourd, hostile. Il tendit la main vers la poignée, dont la peinture s'écaillait, mais n'eut pas besoin de forcer. La porte d'entrée était entrebâillée. William poussa lentement, avec précaution, comme on entre dans une zone abandonnée. Une plainte métallique s'échappa des gonds fatigués. Ce qu'il vit le glaça plus que la neige. L'intérieur de la maison semblait avoir été figé dans le temps, ou abandonné sans cérémonie. Un froid mordant s'était emparé des lieux, comme si aucune chaleur humaine n'avait traversé ces murs depuis des semaines. Les toiles d'araignée s'étendaient comme des rideaux négligés dans les coins du plafond. Une fine couche de poussière grise recouvrait les meubles, les étagères, les cadres, même celui où il posait avec Amanda et Emily lors d'un pique-nique d'été, 3 ans auparavant. La cheminée était vide. Le bois dans le panier semblait moisi. Le frigo ronronnait faiblement, mais il n'y avait aucune trace de vie. Pas de chaussures d'ado près du paillasson. Pas de manteau sur le porte-crochet. Pas de sac d'école jeté négligemment dans l'entrée. Et surtout, aucun dessin scotché au frigo, ce qu'Emily faisait pour lui chaque fois qu'il rentrait d'une mission, avec les mots maladroits, « Mon héros, papa ». Il sentit une boule remonter dans sa gorge. « Emily » appela-t-il plus fort, la voix étranglée. « C'est papa. Je suis rentré. » Silence. Pas même l'écho de ses mots. Juste le gémissement du vent à travers une fenêtre mal fermée. Alors, son instinct prit le dessus. Il abandonna le sac au sol et se précipita vers l'escalier. Ses bottes claquèrent sur les marches de bois. Il monta 4 à 4, chaque pas plus lourd que le précédent. La chambre d'Emily. Il ouvrit la porte d'un geste. Vide. Le lit défait depuis longtemps, les draps froissés, le matelas dénudé. Les murs, autrefois décorés de posters d'animaux et de constellations, étaient nus. Les tiroirs ouverts, comme fouillés à la hâte. Plus de vêtements. Plus de peluches. Le sol était couvert d'un film de poussière, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des mois.
Il se précipita vers la salle de bain. Rien. Puis la chambre d'amis. Rien. La cave. Rien. Il redescendit en trombe, ses pieds frappant les marches comme des coups de tonnerre. Il ouvrit les placards de la cuisine, un par un, comme on ouvre des cercueils, nerveusement, désespérément. Vide. Pas une boîte de conserve. Pas une assiette sale. Pas une miette de vie. Il recula, appuya ses mains sur le comptoir, haletant. Où était-elle? C'est alors que, dans le silence figé, il entendit un bruit sourd. Lointain. Presque étouffé. Un grognement, ou un gémissement. Puis un second. Venu de l'extérieur. Son cœur bondit. Il se précipita dehors, sans prendre son manteau, ignorant le froid qui le fouettait. La neige tombait plus fort, balayant le paysage comme un voile aveuglant. Il courut vers le fond de la cour, contournant la grange, son souffle formant de grandes traînées de buée. Et là, au pied de l'ancienne porcherie en bois vermoulu, il s'arrêta net. Le bruit venait de là. Un souffle animal, et un soupir humain. Il posa la main sur la poignée de la vieille porcherie. Le métal, glacé et couvert de rouille, craqua sous ses doigts. Pendant une seconde, il hésita. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses tempes. L'odeur de moisissure et d'urine montait déjà à travers les interstices des planches. Puis, dans un geste brusque, il poussa la porte. Un souffle chaud, nauséabond et acide l'assaillit aussitôt. Mélange de paille pourrie, d'excréments animaux, de bois mouillé et autre chose. Une odeur humaine. La misère, la sueur, la peur. Une odeur qu'il connaissait bien, pour l'avoir sentie sur des réfugiés, dans les zones de guerre. Mais jamais, jamais il n'aurait imaginé la sentir ici. Chez lui. À l'intérieur, la lumière était grise, faible, filtrée à travers une lucarne fendue. La poussière flottait dans l'air comme des spectres en suspens. Il avança d'un pas, le sol craquant sous ses bottes, des flaques de boue mêlées à des résidus d'urine porcine éclaboussant son pantalon. Et c'est là qu'il la vit. Émilie. Allongée sur un vieux tapis de paille souillée, recroquevillée contre le mur du fond, comme un animal blessé. Elle ne bougeait presque pas. Un vieux sweat trop grand glissait de son épaule. Son jean était déchiré aux genoux. Ses jambes étaient maigres, couvertes de saleté, ses bras tachetés de bleu-violet. Son visage? Dieu. Son œil gauche était gonflé, à peine entrouvert, et sa lèvre inférieure fendillée, craquelée, portait les traces anciennes d'un coup. Son visage était gris de crasse, ses cheveux emmêlés, collés à son front. Un morceau de pain sec traînait à côté d'elle, rongé par les rats. Autour d'elle, quelques boîtes de conserve vides, certaines encore ouvertes, rouillées. Dans un coin, un vieux cochon somnolait, couché sur un tas d'immondices, indifférent. Mais ce qui brisa le cœur de William, ce fut ses yeux. Quand elle leva lentement la tête vers lui, son regard n'exprima ni surprise ni panique, mais de la résignation. Comme si, dans son esprit, elle s'était préparée à mourir là, et qu'un homme de plus entrant dans cette porcherie ne pouvait être qu'un rêve, ou un autre fantôme. Puis leurs regards se croisèrent. Et, lentement, très lentement, une étincelle minuscule apparut dans les siens. Une flamme. Une question. Elle ouvrit à peine la bouche. Sa voix était rauque, cassée. Papa? William s'arrêta net. Le souffle coupé. Il tituba comme s'il venait de prendre une balle en pleine poitrine. Il tomba à genoux dans la boue, sans réfléchir. Ses mains tremblaient. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il les retint. Pas encore. Pas maintenant. Mon bébé, mon Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait? Sa voix se brisa. C'était un murmure, presque une prière. Il ouvrit les bras, lentement, comme on tend une offrande, comme on approche un animal apeuré. Il n'osa pas faire un pas de plus. Il ne voulait pas l'effrayer. Mais elle bougea. Elle poussa un petit gémissement, malgré la douleur évidente, rampa jusqu'à lui. Elle se jeta contre sa poitrine, avec toute l'énergie qui lui restait. Et là, le monde entier s'effondra autour d'eux. Il la serra contre lui, fort. Trop fort. Il sentait ses os à travers son sweat.
Elle tremblait comme une feuille. Elle avait froid. Elle avait faim. Elle avait peur. Et elle pleurait maintenant, à grands sanglots saccadés contre son torse, le visage enfoui dans son manteau militaire. « Tu es là, tu es là, tu es revenu », répétait-elle en boucle, comme un mantra. Et William, brisé, la berçait en silence, dans cette porcherie infecte, au milieu des excréments, de la boue, et des souvenirs perdus. Son uniforme de soldat s'imbibait de larmes et de saleté, mais il s'en fichait. Il avait tenu bon à la guerre. Mais ici, dans cette grange, il s'effondrait intérieurement. Ils restèrent là, au sol, longtemps. Deux âmes blessées. Un père qui s'était battu pour la paix au bout du monde. Et une fille qui s'était battue pour survivre, seule, à quelques mètres de sa propre maison. Unie à nouveau. Par la douleur. Et par l'amour. Ce que William découvrit ensuite glaça son sang d'un froid bien plus cruel que celui de la neige qui continuait de tomber dehors. Quand il parvint enfin à réchauffer Emily, enveloppée dans une couverture propre, installée sur le canapé près d'un feu qu'il alluma en tremblant, elle parla peu. Mais ses silences étaient plus éloquents que 1000 cris. Et chaque fragment qu'elle laissa échapper ouvrait une nouvelle blessure dans le cœur de son père. Il comprit vite que tout ce qu'il croyait en sécurité s'était effondré en son absence. Avant de partir en mission, il avait tout préparé. Il avait rempli le congélateur, payé les factures d'avance, organisé les soins médicaux d'Emily, contacté son école, mis en place une routine claire, et confié sa fille à une personne en qui il avait confiance, sa belle-sœur, Karen McNally. Karen, la sœur d'Amanda, avait pleuré à l'enterrement. Elle avait promis, la main sur le cœur, de protéger Emily comme si c'était sa propre fille. Elle avait même posé sur Facebook une photo d'elle et Emily avec la légende « Elle n'est pas seule tant que je suis là ». Mais cette promesse n'avait duré que 3 mois. 3 mois. Ensuite, un homme était entré dans la vie de Karen. Un commercial au sourire facile et aux rêves de soleil. Il l'avait entraînée loin d'ici, en Californie, lui vendant la promesse d'une nouvelle vie. Et elle était partie. Sans un mot. Sans prévenir. Sans laisser une adresse. Elle avait laissé la maison, laissé les clés, laissé Emily. Comme si une adolescente de 13 ans pouvait survivre seule, en rase campagne, au cœur de l'hiver. William n'en revenait pas. Il fouilla dans la boîte aux lettres des factures non ouvertes, des lettres de l'école empilées, des courriers des services sociaux jamais lus. Il appela le collège, personne n'avait signalé l'absence prolongée d'Emily, pensant qu'elle avait déménagé. Le système avait classé son dossier comme « transfert familial ». Les services sociaux, débordés, n'étaient jamais venus vérifier. Les voisins? Ils avaient vu la lumière s'éteindre, puis la maison s'endormir. Aucun n'avait soupçonné qu'une enfant vivait encore là. Personne ne s'était soucié d'elle. Personne. Emily, elle, n'avait rien dit à personne. Elle avait peur. Peur qu'on la place dans une famille d'accueil. Peur d'être envoyée loin. Peur de ne plus jamais revoir son père. Alors, elle avait appris à survivre. Les premiers jours, elle avait dormi dans sa chambre, vivant sur les restes du congélateur. Puis l'électricité avait été coupée. Plus de lumière. Plus de chauffage. Ensuite, l'eau. Elle avait eu faim. Terriblement faim. Elle s'était mise à voler des œufs dans les poulaillers voisins. Elle fouillait les poubelles de la petite station-service à 2 kilomètres, se glissant entre les ombres. Elle buvait l'eau de pluie, parfois l'eau des abreuvoirs. Et quand il faisait trop froid, elle dormait dans la porcherie, blottie contre le corps chaud d'un vieux cochon. Elle lui avait donné un nom, Capitaine. Elle avait cousu une couverture avec de vieux vêtements. Elle avait improvisé une lampe avec une bougie et un bocal. Elle lisait, à la lumière vacillante, un vieux livre que sa mère lui avait offert, L'île au trésor. Mais le pire, ce n'était pas la faim. Ni le froid. C'était la solitude. Elle avait rayé une case sur le calendrier, chaque jour, à la craie, sur le mur de la porcherie. Un trait pour chaque matin. Un trait pour chaque soir. Et chaque jour, elle murmurait la même chose, le front contre la planche de bois. Papa va revenir. Il m'a promis. Elle n'avait jamais cessé d'y croire. Pas un seul jour.
Même quand elle ne sentait plus ses doigts. Même quand ses os lui faisaient mal dans la nuit. Même quand les larmes gelaient sur ses joues. Parce que c'était tout ce qu'elle avait. L'espoir. L'idée que son père viendrait. Que lui, au moins, ne l'abandonnerait jamais. Et il était revenu. En l'écoutant, William se sentait mourir à l'intérieur. Il aurait voulu hurler, casser tous les meubles de la maison, frapper quelque chose. Mais il ne pouvait que l'écouter. Et la serrer contre lui. Encore. Toujours. Il caressa doucement ses cheveux emmêlés et lui jura, d'une voix tremblante, mais ferme. Plus jamais. Tu m'entends, Émilie? Plus jamais tu ne seras seule. Et pour la première fois, elle crut pouvoir le croire. Beaucoup dans la ville s'attendaient à une réaction explosive. Après tout, William était un vétéran, un homme d'action, un soldat revenu de 3 missions à l'étranger, décoré pour bravoure. On pensait qu'il allait porter plainte. Qu'il allait traîner Karen devant les tribunaux. Qu'il allait accuser l'école de négligence. Qu'il allait empêter, frapper, crier. Mais William fit autre chose. Quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Une semaine après avoir retrouvé Émilie dans la porcherie, il convoqua la presse locale, les représentants du district scolaire, les travailleurs sociaux du comté, les représentants de la mairie. Même le shérif fut prié d'assister. Il n'envoya qu'un adjoint, trop embarrassé pour venir en personne. Les voisins furent là aussi, curieux, mal à l'aise. Certains baissèrent les yeux. D'autres chuchotaient entre eux. William les rassembla tous dans la cour gelée de la ferme, devant l'ancienne porcherie. Il ne leur parla pas depuis un pupitre. Il ne se posta pas sur une estrade. Il était debout dans la boue, les bottes militaires encore couvertes de neige fondue, sa fille blottie contre lui, désormais propre, emmitouflée dans un manteau trop grand pour elle. Il leva lentement une photo imprimée sur un carton rigide. Une photo d'Émilie, prise 6 jours plus tôt. Son visage tuméfié. La paille moisie. Le froid visible dans la buée de son souffle. Son regard, à la fois effrayé et plein d'un espoir fragile. Un frisson parcourut la foule. Puis, d'une voix grave, William parla. Je suis parti défendre mon pays. Je suis parti protéger d'autres enfants, dans d'autres terres, contre des ennemis que je ne connaissais pas. Il marqua une pause, regarda les visages en face de lui. Mais ma fille, elle a été oubliée ici. Chez elle. Par vous. Pas par des terroristes. Pas par la guerre. Par l'indifférence. Il désigna la porcherie du doigt, sa voix se brisant légèrement. Elle a dormi là-dedans. Pendant 2 mois. À 300 mètres de vos maisons chauffées. Vous l'avez vue disparaître. Et vous n'avez rien dit. L'école n'a pas appelé. Les services sociaux n'ont rien vérifié. Pas un voisin ne s'est demandé pourquoi une fillette ne sortait plus jamais. Le silence était total. On entendait les corbeaux crier au loin, le vent secouer les branches. William se redressa. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une colère maîtrisée. On me remercie pour mon service. On me décore. On m'applaudit. Mais aujourd'hui, je vous retourne la question. Où étiez-vous, pendant que ma fille mangeait des restes, fouillait des poubelles, dormait à même la paille avec des animaux? Où étiez-vous pendant qu'elle survivait, seule, avec pour seul réconfort une phrase qu'elle répétait chaque matin, « Papa va revenir ». Des larmes coulaient sur les joues d'une institutrice. Une voisine, une main tremblante sur la bouche, recula d'un pas. Le directeur de l'école serra son dossier contre sa poitrine, figé. Ce n'est pas une accusation. C'est un rappel. L'ennemi, parfois, ce n'est pas celui qui attaque. C'est celui qui détourne les yeux. Il baissa enfin la photo. Puis serra Émilie plus fort contre lui. Elle a survécu. Pas grâce à vous. Malgré vous. Et sans un mot de plus, il tourna les talons et rentra à la maison. Derrière lui, un silence pesant. Et, pour beaucoup, un réveil brutal. Après l'émotion intense de cette semaine fatidique, William prit une décision radicale qui surprit son entourage. Il quitta l'armée. Non pas parce qu'il avait perdu sa vocation, mais parce qu'il comprenait désormais que son plus grand combat se jouait ici,
chez lui, sur cette ferme gelée du Missouri. Loin des tranchées et des batailles lointaines, c'était là qu'il devait être. C'était là qu'il devait réparer ce qui avait été brisé. Il vida ses comptes d'économie, vendit quelques effets personnels, et se mit au travail. Il passa des heures dans la vieille grange à nettoyer la porcherie où il avait retrouvé Émilie, arrachant la paille souillée, désinfectant chaque recoin avec soin. Il fit venir un artisan pour réparer le toit, isoler les murs, remplacer les fenêtres. La maison, qui avait été désertée par le temps et l'oubli, commença à retrouver vie. Les meubles étaient simples, modestes, mais chaque pièce retrouvait sa chaleur. Il installa un poêle à bois dans le salon, répara les planchers grinçants, repeignit les murs dans des teintes douces et lumineuses. Il aménagea une chambre pour Émilie, avec un lit neuf, une commode en bois clair, des rideaux colorés. Il accrocha au mur les dessins que sa fille avait faits autrefois, et il en commanda d'autres. Chaque matin, William préparait pour Émilie un petit déjeuner qu'elle attendait avec impatience, des pancakes en forme d'étoile, une recette qu'elle avait inventée, symbole de l'espoir qu'ils partageaient. Chaque soir, avant de la coucher, il lui répétait doucement, la voix pleine d'assurance. « Tu n'es plus seule, et tu ne le seras plus jamais. » Peu à peu, Émilie retrouva le sourire qui avait disparu sous la poussière et la souffrance. La confiance grandit en elle, timidement d'abord, puis avec la force d'une jeune femme qui refuse de laisser son passé la définir. Mais William ne voulait pas que leur histoire reste un secret. Il voulait que personne ne vive ce qu'Émilie avait vécu. Il voulait que chaque enfant de militaire soit protégé, même quand leurs parents sont loin. C'est pourquoi il fonda, avec l'aide d'anciens camarades et de bénévoles engagés, la Fondation Emily S. Hope. Une organisation dédiée à identifier les enfants abandonnés ou négligés, à les protéger, et à leur offrir un foyer sûr, un soutien scolaire, et un accompagnement psychologique. Le projet gagna rapidement en ampleur. Il fédéra des milliers de familles, d'associations, de travailleurs sociaux, et inspira même des lois au niveau fédéral. Des années plus tard, à 25 ans, Emily Carter, devenue une jeune femme forte et déterminée, monta à la tribune du Congrès américain. Elle s'était formée au droit, choisissant de défendre les droits de l'enfant, portant haut la voix de ceux qui n'en ont pas. Devant l'Assemblée, sans larmes mais avec une fierté profonde, elle raconta son histoire. Son regard balayait l'auditoire, son ton était calme et clair. « Je suis née 2 fois. La première fois, dans un hôpital, dans les bras aimants de ma mère. La seconde fois, dans une porcherie, recroquevillée dans la paille, oubliée par presque tous. » Elle marqua une pause, puis poursuivit. « C'est là, dans cette obscurité, que mon père est venu me chercher. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle, que l'amour d'un père peut reconstruire un monde entier. » Les applaudissements fusèrent. Mais pour Émilie, ce n'était pas une victoire personnelle. C'était celle de tous les enfants qui attendent encore d'être retrouvés, protégés, aimés.